je suis parti en Afghanistan pour zone interdite sur un grand reportage sur les parachutistes. Je suis complètement intégré au sein des sections de combat, des groupes de combat militaires. J'ai une arme à la ceinture. Pour ce reportage-là, j'ai choisi celle-ci parce que c'est la caméra vraiment polyvalente par excellence. Et j'ai fait un reportage pour M6 sur ça, sur ces gens-là qui ramassent l'or en Guyane. Et donc je passe mes journées à l'hôpital parce que je fais des crises de paludisme qui sont graves. Salut et bienvenue dans l'ombre des médias pour la vidéo la plus longue de la chaîne. Une vidéo d'1 heure environ dans laquelle nous allons faire connaissance avec Sébastien qui est caméraman reporter. Après un parcours militaire bien rempli, il choisit en 2005 de rejoindre l'univers de la télévision en travaillant sur de nombreuses émissions comme Enquête exclusive, Zone interdite, Capitale ou encore 66 minutes grand format. Juste avant de le retrouver et d'en savoir plus sur son parcours professionnel, pensez à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas évidemment d'activer la cloche de notification. Nous voici partis pour une interview passionnante. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bienvenue Sébastien et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi Laurent. Donc du coup on va recommencer, avant de parler de ton travail, on va revenir dans ton enfance, dans ton adolescence et pour ta passion. Puisqu'avant d'être caméraman, tu as commencé dans l'armée. Mais peut-être encore plus tôt, tu étais ailleurs. Du coup. Ouais, alors ça a démarré plus tôt, parce que finalement l'armée c'est un peu un concours de circonstances, et puis c'est presque une obligation. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai dû faire mon service militaire. Parce que je suis d'un âge où on faisait encore son service. Oui, où on faisait encore son service militaire. J'ai fait partie des derniers appelés du contingent, et je faisais des études de cinéma. Et quand on fait des études de cinéma à Paris et qu'on doit faire son service militaire, on est rapidement aiguillé sur un service qui existait à l'époque, qui existe encore mais sous une autre forme, et qui existait, c'était l'établissement cinéma et photo des armées, qui était un peu le bras exécutif de l'armée sur tout ce qui concernait l'audiovisuel et le cinéma. Alors, je ne faisais pas de la télé, effectivement, je faisais des études de cinéma parce que ma passion, elle a démarré d'abord et avant tout avec le cinéma. Depuis ma toute petite enfance, et bien parce que c'est grâce à mes parents. Pourquoi ? Pas parce qu'ils m'emmenaient au cinéma, mais parce qu'ils m'ont confié à une nounou qui était ouvreuse de cinéma en plus de son travail de nounou. Donc qui déchirait les petits tickets à l'entrée des cinémas. Exactement. À l'époque, il y avait des ouvreuses, elles déchiraient les tickets, elles servaient des glaces. Parce oui, qu'il y avait avec le panier. Ouais, soit il y avait des entr'actes, soit avant, C'est avec vrai. le panier en osier. Je me souviens ça aussi. Voilà. Et donc, elle nous gardait dans la journée, et le soir, elle faisait ça au cinéma. Elle bossait dans un cinéma en province, dans une petite ville de province. Et puis, donc, on pouvait aller, grâce à elle, au cinéma avec mon frère, depuis qu'on était tout petit. Alors, quand on était tout petit, c'était des dessins animés, hein. C'était les Walt Disney, c'était Rox et Rookie et tout ça. Mais on y allait du coup souvent. Et moi, j'ai commencé à avoir une expérience avec le grand écran et l'image. C'est parti de là quand même, parce que mine de rien, ça a dû me marquer. T'en as pris plein les yeux en étant petit ouais, en fait. Mais carrément. Mm. Et puis, après, cette passion a perduré, a continué. Je regardais beaucoup de films. Alors, à l'époque, c'était les VHS. Hein. À la maison, je regardais beaucoup de films. Je continuais à aller au cinéma. Il y avait toujours vraiment cette fibre. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un anniversaire, un Noël, une communion... Tu sortais le caméscope, non ? Ouais, où je demandais surtout un appareil photo ou une caméra vidéo. D'accord. Il fallait que ça soit un rapport avec l'image. Et je faisais de l'image. Et voilà, de l'image et toujours de l'image. Et puis, au fur et à mesure encore des années, quand on se cherche un peu et puis on se demande ce qu'on va faire et ce qu'on a envie de faire. Donc à l'adolescence, du coup, là ? Ouais, ou que nos parents nous demandent ce qu'on a vraiment envie de faire, parce qu'il y a toujours un moment où on nous demande ce qu'on a envie de faire. Ben là, j'ai dit que je voulais faire ça. Alors, sur le coup, ils n'étaient pas, même s'ils sentaient que donc, j'avais caméraman, une fibre hein. pour ça. Caméraman. Alors, dans le cinéma, quoi, oui. Plutôt cinéma. Ouais. Plutôt cinéma. Réalisateur, acteur, je faisais aussi un peu de théâtre. Il fallait que ça soit lié au spectacle, et spectacle lié à l'histoire, à la narration et à l'image. Et puis, alors, mes parents, au début, ils ont fait quand même une drôle de tête. Parce qu'ils se sont dit, on ne va pas en faire un saltimbanque non plus de ce gamin. Pendant que son frère fait des études de droit, là c'est plus pragmatique, mais le cinéma, quel intérêt. Et puis finalement, bon, ils ont un peu cédé sous la pression. Et ils m'ont envoyé dans un lycée qui préparait l'option, à l'époque c'était l'option littérature, A3, cinéma audiovisuel. Il y avait une option théâtre ou une option cinéma audiovisuel. D'accord. Ça existait à l'époque. Et donc je vais dans un lycée
dans une petite ville de province qui prépare, il n'y en avait pas beaucoup dans la région, c'était en Normandie, il y en avait 2 lycées comme ça qui préparaient cette option-là, et ils m'envoient dans ce lycée-là. Voilà. Et j'arrive en seconde, je fais ma seconde, alors qui est restée encore générale, et en première, on commence à travailler le cinéma. Alors c'est des cours de théorie du cinéma, donc j'ai un professeur. Pénible ou intéressant quand même? Super intéressant. Super intéressant parce que j'ai des professeurs qui sont passionnés, qui sont des bons pédagogues, qui sont des bons, voilà, et qui sont des passionnés aussi. Et la chance que j'ai, c'est que dans cette ville, il y a un festival. C'est le festival du cinéma américain. Donc c'est Trouville-de-Ville, on est sur la côte Fleuret, en Normandie. Et alors, notre directrice de ce lycée nous permettait, tous les mois de septembre, c'est le festival du cinéma américain, elle nous donnait des accréditations pour aller voir tous les films du festival du cinéma américain, plus aller voir les conférences de presse, aller rencontrer les réalisateurs. Donc là, c'est le rêve en fait. Le rêve. Ouais. Le rêve. Pour quelqu'un qui est à la base déjà passionné de cinéma, avoir accès à tout ça, c'est extraordinaire. Et tout le reste de l'année, c'était un travail de réalisation de films. On avait du matériel, on avait de l'éclairage, on avait des caméras, on avait même des studios. Pas aussi bien que celui-là, mais pas mal pour l'époque. On avait des laboratoires de photographie où on développait nos photos à l'époque argentique, le numérique n'existait pas. La moitié des photos étaient foutues d'ailleurs, en général. Totalement. Donc on apprenait comme ça. Quand on en réussissait une, on était content. Et on faisait nos petits clips, nos petits courts-métrages avec l'écriture de scénarios. Et on était notés là-dessus en plus. Donc il y avait une pression quand même en plus. Et puis on s'amusait bien. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, pas photo, c'est ça. Du coup, ça a été le déclic. Enfin, ça a confirmé ton envie de départ, quoi. Totalement confirmé mon envie de départ. Je travaillais quasiment que cette matière-là. Je travaillais un peu en français parce que j'aimais bien ça, pas trop la philo, et alors surtout pas les maths, surtout pas la physique. Et j'ai eu mon bac avec des très bonnes notes en audiovisuel, donc je sentais que c'était vraiment mon truc finalement, parce qu'en plus j'avais des bons résultats dans cette matière. Et puis après, tout naturellement, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit quand même, en province, en Normandie, ça va être difficile si je veux continuer à faire ce métier, si je veux être réalisateur de films ou caméraman, tout ça. Je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais par rapport à ça. Ça restait du cinéma, mais je ne savais pas ce que je voulais. Donc bon, il y avait des écoles de cinéma qui étaient assez inaccessibles pour moi parce que trop chères, ou parce qu'il fallait passer des concours d'entrée qui étaient compliqués, et donc il fallait se préparer avant, théoriquement aussi parlant, ou techniquement parlant. Et donc je me suis dit, le plus facile pour moi, le plus simple, le plus accessible, c'est la faculté. Et donc à Paris, il existait des filières, quelques filières, où on pouvait préparer au métier du cinéma, ou à la théorie du cinéma. Et il y avait une faculté, c'était celle de Saint-Denis, Paris 8, qui préparait un DUG, licence de cinéma et d'audiovisuel. Je me suis inscrit, j'y suis allé. Bon, ça m'a plu moyennement parce que c'était beaucoup de théorie. Et là, c'était moins passionnant qu'au lycée, du coup. Moins passionnant. Il y avait moins de matériel finalement qu'au lycée. Parce qu'on était 200 élèves, 200 étudiants en DUG pour 3 caméras, 4-5 éclairages, et que voilà, c'était soit cassé, soit pas disponible. Ça. Bon, donc là, c'était moins sympa. La théorie, j'avais des bons profs en théorie, donc j'ai amélioré ma culture de l'image, la théorie de l'image, j'avais des cours sur la lumière d'ailleurs, ou sur voilà. Donc ça a affiné encore mon sens de l'image et mes notions d'image en général, mais je me suis un peu ennuyé. Donc très rapidement, j'ai fait un peu des stages dans le cinéma, sur des boîtes de prod, où effectivement, on allait un peu sur les tournages, on faisait pas grand-chose parce qu'on était stagiaires. Donc, c'est de l'observation en fait. Ouais, donc j'étais pas rassasié non plus. Et puis plus ça allait, plus je sentais quand même que c'était un milieu qui était presque inaccessible, ou vraiment difficile. C'est toujours l'impression qu'on a en fait, dans le cinéma, dans la télévision. Mais complètement. Ouais. Et puis, alors la télévision, je ne connaissais pas du tout encore. Voilà, c'était vraiment le cinéma. Et puis, je sentais également que je n'avais pas forcément choisi la bonne filière. C'est-à-dire qu'il y avait des écoles de cinéma, ça s'appelle la FEMIS, ça s'appelle Louis Lumière, qui sont des grandes écoles de cinéma, qui là, à coup sûr, quand on rentre dans ces écoles, on fait un métier dans le cinéma, on est récupéré presque à la sortie de l'école pour aller directement travailler. Je n'avais pas fait ces écoles-là et je me disais, mince, je n'ai pas finalement choisi mon créneau. Et puis bon, je continue quand même. Et puis un jour, je reçois une lettre de l'armée
de l'armée française qui me dit, Monsieur Cash, pour le service militaire. Ouais, le truc que tu n'as pas du tout envie de recevoir. C'est ça, il faut aller faire votre service militaire. J'avais pas de famille militaire, j'avais pas d'affinité militaire. J'étais dans une fac plutôt de gauche, plutôt même presque anti-militariste, anti-tout, on va dire. Faut imaginer l'ambiance banlieue nord de Paris, voilà, avec cet esprit plus artistique, littéraire et gauchiste que l'ordre, la police et tout ça. Donc bon, je reçois cette lettre et je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Mais tu n'avais pas vraiment le choix en fait. Mais j'avais pas du tout le choix. Oui, voilà. Voilà. Et donc je me renseigne un peu et je me dis bon bah ok, moi je suis étudiant au cinéma, où vous allez me mettre quoi en gros. Et là on me dit bah écoutez, vous pouvez aller à l'établissement cinéma et photo des armées qui se trouve à Ivry-sur-Seine. Donc en banlieue parisienne aussi. En banlieue parisienne, donc pas très loin de chez moi. Donc ça m'allait bien quand même. Et qui prépare, qui prépare pas, qui font toute l'image de l'armée et surtout qui réalisent toutes les images qui sont conservées pour le patrimoine audiovisuel militaire. D'accord. Bon. C'est un peu l'INA de l'armée quoi en fait. Exactement, c'est ça, exactement. Et puis qui font des films institutionnels et qui envoient des reporters militaires sur les théâtres d'opérations militaires extérieurs. Alors pour moi, tout ça était des notions assez vagues. Donc je rentre pour faire mon service militaire, je vais faire mes classes comme un bon vieux soldat de base à Montélimar, bon, donc marcher au pas, tout ça. Je me disais c'est quand même loin de ce que je voulais faire à la base. C'était la mauvaise partie à accepter pour faire le reste. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis je découvre quand même un milieu assez incroyable où on a une espèce de brassage, parce que c'était toujours ça qu'on dit de l'armée et du service militaire. Effectivement, un brassage social, des gens qui viennent de tous les horizons. Et puis finalement, on crée des amitiés, on crée des liens, une espèce de cohésion. Et ça me plaît, c'est marrant, c'est rigolo. Je le joue presque aussi comme... Je le fais comme presque une pièce de théâtre aussi, ou comme dans un film. Voilà, comme ça passe mieux aussi. Et puis, je fais 2 mois de classe où j'ai appris à me servir d'une arme, à marcher au pas, etc. Et j'arrive donc à ce fameux CPA, à Ivry-sur-Seine. Et là, on me dit, bon, vous allez travailler avec des réalisateurs. Donc, soit des réalisateurs militaires, soit des réalisateurs extérieurs, civils, qui travaillent pour l'armée, pour assister ces gens-là dans l'exécution, dans la production de films, de documentaires, de films institutionnels, de reportages sur l'armée. Je dis OK. Et là, je commence à travailler sur des grands films documentaires, des grands films institutionnels sur l'armée de l'air, la marine. Je me souviens, le premier film que je fais pour le CPA, c'est un film institutionnel sur l'armée de l'air qui s'appelait Les ailes de la gloire, qui était réalisé par un réalisateur civil, Pierre Schumacher, qui m'a appris énormément de choses. Et on réalise un film sur tous les aéronefs possibles et imaginables, Mirage 2000, des Alpha Jet, des Boeing ravitailleurs, etc. Et je découvre un univers extraordinaire, l'univers militaire, avec tout son matériel, tous ses avions, ces trucs, et du matériel pour filmer, de cinéma, de télé, incroyable. Parce que l'armée, à cette époque-là, avait des moyens considérables, des LUMA, des espèces de grues pour monter et descendre les caméras, des caméras que seules certaines chaînes de télévision avaient, qui coûtaient des millions de francs à l'époque. Et l'armée les avait du coup. Et l'armée les avait. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai tous les moyens possibles et inimaginables pour faire des films. C'est même mieux que le cinéma en fait. C'est mieux que tout ce que j'ai fait avant, c'est mieux que peut-être le cinéma. Et puis, dans un univers militaire qui finalement me plaît, où on fait du sport, où on vit des expériences de l'adrénaline, des expériences fortes, du parachutisme, de la plongée, des choses qui... Donc tout ça, tu faisais aussi. Qui sont fascinants. Un petit peu, je côtoyais tout cet univers-là, en fait. Et donc, ça m'est arrivé, par exemple, de sauter en tandem avec des parachutistes ou des choses comme ça. Donc forcément, quand on aime toute l'action, quand on aime tous ces trucs-là, ce qui était quand même mon cas, là, on est totalement comblé. Et je reste... alors, le service militaire, ça durait normalement 9 mois, entre 9 et 12 mois. Je reste un peu plus longtemps parce que ça me plaît. Et donc, je signe un volontariat service long. Et je reste 24 mois. Et je commence, et un jour, on vient me voir et on me dit « Est-ce que ça t'intéresse de partir en opération extérieure ?» Donc à l'étranger cette fois-ci. À l'étranger.
en ex-Yougoslavie, au départ, et ensuite au Kosovo. Pas les pays les plus évidents, du coup. Pas les pays les plus évidents. Il y a la guerre. L'armée française intervient pour le maintien de la paix. Et alors moi, je suis encore donc appelé du contingent, mais je peux y aller, même en tant qu'appelé. C'est encore un univers que je n'avais pas côtoyé au sein de l'armée, parce que j'avais fait surtout des films institutionnels. Et là, tout d'un coup, je côtoie un autre univers, celui du reportage, d'accord, et celui du reportage de guerre. En tant que militaire, parce que j'étais soldat, je n'étais pas journaliste, pour le coup civil, mais reportage de guerre. J'accepte, parce que ça me fascinait déjà depuis quelque temps. Étant à l'ECPA, j'avais regardé un peu tout le patrimoine iconographique et le patrimoine en images, et j'avais vu donc, toutes ces images de ces reporters de guerre de l'époque, du Vietnam, même d'avant, de l'Indochine, etc., avec caméra au point, en noir et blanc. En noir et blanc, fascinantes. Et puis, avec des reporters de l'image qui sont devenus des grands cinéastes. Robert Capa, Schoendorfer, tous ces gens qui ont après eu un nom dans le cinéma. Et je voyais ces images de ces gars avec caméra au point, dans la boue, dans la jungle, à filmer les militaires. Ça aussi, c'est fascinant. Là aussi, on se projette. On se dit, moi j'aimerais faire pareil. Et, ouais. Et puis après, on voit effectivement les reportages de guerre, on voit successifs de tous les conflits armés. Et puis, on a une espèce de fascination aussi. Puis on se dit, c'est pas le cinéma, c'est sûrement de la moins belle image, mais en tout cas, c'est fascinant parce qu'on est dans la vraie vie, pour le coup, et la vie et la mort aussi. Ouais. Et puis, on va sûrement vivre des expériences assez extraordinaires. Et je me dis, allez, en avant, je fonce. Et je suis projeté, donc avec ma caméra, en opération extérieure. Alors moi, je ne filmais pas beaucoup à ce moment-là. Je travaillais souvent aussi comme réalisateur et on partait avec une équipe constituée d'un caméraman, d'un ingénieur du son avec sa perche, d'un photographe. Et très souvent, à ce moment-là, je réalisais mes reportages. Et donc, j'avais mon caméraman, mon preneur de son. Okay. C'est après que je me suis mis à la caméra. Et pendant toutes ces années, alors ça dure 24 mois, je fais donc l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, et puis on me propose de rester encore, c'est-à-dire de m'engager vraiment dans l'armée. Et devenir professionnel de l'armée. Professionnel de l'armée, soldat de l'image, et on me propose un contrat de 5 ans, voilà, que je signe. Que tu accepterais. Que j'accepte, pour faire ce métier-là, de réalisateur, après caméraman, mais d'abord réalisateur, pour aller d'abord faire aussi des reportages institutionnels, des documentaires institutionnels au sein même de l'ECPA, du service photo cinéma des armées. Mais pour continuer en extérieur aussi. Et ensuite de continuer à être projeté en extérieur sur les conflits armés pour faire ce genre de reportage. Et les conflits armés ont suivi la Côte d'Ivoire, le Tchad. Il y a eu des opérations extérieures liées aussi au maintien de la paix ou au maintien de l'ordre sur des zones à risque ou qui ont vécu des tremblements de terre, des choses comme ça. Il y a eu Haïti, par exemple, ou des conflits liés à ça. Et ça continue de me plaire. Et après, l'Afghanistan. Gros conflit armé qui a duré dans le temps, on le sait, plusieurs années. Enchevêtré avec d'autres conflits, dont encore la Côte d'Ivoire qui se terminait, l'Afghanistan arrivait, et pendant 3-4 mois dans l'année, je naviguais entre le CPA pour continuer à réaliser ces films institutionnels au sein de l'armée et ces opérations extérieures. Et puis, comme le CPA était interarmé, on faisait des films donc sur l'armée de terre, sur la marine, sur l'armée de l'air, mais aussi sur les pompiers de Paris, sur les pompiers à Marseille, qui sont aussi des militaires. Donc, je côtoyais aussi des univers qui étaient quand même assez différents, et pas uniquement donc, l'armée sur le terrain en opération extérieure. Donc, j'élargissais aussi mon univers que tu côtoies encore aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Oui, exactement. En tout cas, je continue à côtoyer tous ces univers pendant toutes ces années. Ça dure 10 ans. Voilà. Pendant 10 ans, je fais tout ça. Opération extérieure, film institutionnel sur le CPA. Et au bout de 10 ans, je commence à en avoir un peu marre. En 10 ans, tu as déjà vécu énormément de choses, du coup. Ouais, je commence à en avoir un peu marre parce qu'on est d'abord souvent absent de la maison. Le risque est permanent quand on est en opération. C'était ma question justement suivante. Oui. Le risque est quand même permanent. On allait beaucoup en Afghanistan.
Alors les autres conflits étaient aussi très dangereux. Hein. La Côte d'Ivoire était compliquée parce que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. C'était un rapport de force permanent avec les Ivoiriens, rebelles ou non rebelles, mais avec voilà, un rapport de force très conflictuel, très fort, très tendu, en permanence. Et après arrive l'Afghanistan, et l'Afghanistan, la menace est autre. Mais permanente aussi. Elle est très pesante parce que c'est les IED, ce qu'on appelle les IED, c'est-à-dire que les bombes qui sont enfouies dans le sol. Exactement, qui peuvent exploser à tout moment quand un véhicule passe. Donc les véhicules piégés aussi, donc c'est des véhicules kamikazes, hein, ni plus ni moins, qui sont surchargés d'explosifs et qui se jettent sur les véhicules militaires en permanence, ou simplement les embuscades avec les talibans qui sont terrés et qui sortent à tout moment dans les montagnes quand on marche, etc. Du coup, c'était ma question là. Est-ce que vous êtes autant menacé que des militaires? Mais oui, vu que tu fais partie du convoi en fait. Ah oui, je suis complètement intégré au sein des sections de combat, des groupes de combat militaires. J'ai une arme à la ceinture. Ah bon? Oui. D'accord. Okay. J'ai un pistolet à la ceinture parce que je suis un soldat hein, malgré tout. Et même si c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai la caméra sur l'épaule. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai la caméra sur l'épaule, donc je filme, mais j'ai le pistolet à la ceinture. Alors j'ai pas le gros fusil, le FAMAS, le fameux fusil militaire qui n'existe presque plus maintenant, mais qui existait à l'époque, parce que c'est encombrant. C'est encombrant avec en plus de la caméra, oui. Bah oui, mais j'ai au moins le pistolet au cas où il faut que je me défende. Je m'en suis jamais servi, j'en ai jamais eu besoin, Dieu merci, mais je l'ai quand même à la ceinture. On est équipé de gilets pare-balles intégraux, des gilets pare-balles intégraux, c'est-à-dire qui couvrent tout. Après, ça reste des gilets pare-balles, mais si c'est une voiture qui vient s'exploser, ça protège un petit peu, mais bien sûr qu'on est quand même exposé. On a un casque lourd et donc on est toujours en permanence menacé, même à l'intérieur des camps militaires, puisqu'il est arrivé 2-3 fois, et ça m'est arrivé une fois, où au sein de ces enceintes militaires qui sont barricadées, des murailles de tous les côtés, de recevoir des tirs de mortier de talibans qui tiraient sur ces enceintes militaires pour essayer de toucher des soldats à l'intérieur même des enceintes militaires. Donc même quand on pense être protégé à l'intérieur de ces enceintes militaires, c'est pas le cas. On ne l'est pas. C'est pas le cas. On dormait la nuit et parfois on entendait tout d'un coup des tirs. Et la terre un peu tremblait, et voilà. Donc c'était des situations, oui, bien sûr, dangereuses. Tu as déjà eu peur sur un tournage? Oui, oui. Dans ces moments-là, dans ces phases-là, quand j'étais dans l'armée et quand je tournais avec l'armée, oui, parce que soit parce qu'on est directement en contact avec des gens qui sont susceptibles de nous tirer dessus. Même si au premier abord c'est pas le cas. Par exemple en Côte d'Ivoire, c'est ce qui peut se passer, c'est-à-dire que quand on allait en territoire rebelle, donc la Côte d'Ivoire, il faut imaginer que c'est un conflit interethnique et aussi un peu religieux, donc avec des gens qui sont contre le gouvernement en place et qui essaient de déstabiliser le gouvernement en place. Et donc en Côte d'Ivoire par exemple, il y avait des régions qui étaient tenues par ces rebelles, qui sont contre le gouvernement en place. Nous on allait dans ces régions-là. Et donc, on devait passer des espèces de checkpoints tenus par ces gens-là, qui étaient soit drogués, soit par leur drogue locale, soit sous influence de l'alcool, très alcoolisés, et armés, avec des enfants soldats. Donc, il y a tous les risques réunis, en fait. Et qui peuvent, même si on est militaire, qui peuvent nous tirer dessus à tout moment. Donc là, quand on passait par exemple ces checkpoints, on les passait la peur au ventre. Parce qu'on savait que ça pouvait arriver. Même si on était avec des sections constituées de combats, de militaires, on savait que ça pouvait arriver. Ça, c'est très clair. Et après, bon, il y a aussi, donc, quand on fait 10 ans dans l'armée, il y a toujours aussi des phases qui sont pas accidentogènes, mais disons où on se dit, bon, là c'est chaud. Un hélicoptère qui a du mal à décoller, parce que la météo n'est pas terrible et qu'il y a du vent, ou on est en mer sur un bateau de la Marine nationale et ça brasse beaucoup et on se dit mais c'est pas possible, on va mourir. Donc il y a toujours, forcément, c'est toujours des situations tendues. Il faut passer un peu à tout prix.
Donc oui, ouais, des fois on a peur. On a peur. Et du coup, après le chemin qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui en tant que caméraman et reporter, une fois que tu as fini donc tes 10 ans de l'armée, tu deviens directement reporter caméraman pour la télévision. Ouais. Alors oui, c'est exactement ça. Alors, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que quand je termine mon armée, donc au bout de 10 ans, j'ai commencé à travailler, quand j'étais encore à l'armée, pour des sociétés de production audiovisuelle, ou des agences de presse, qui sont les prestataires elles-mêmes de chaînes de télévision. D'accord, on en parlera tout à l'heure justement. On va en parler. Donc je commençais à les côtoyer parce qu'en fait, elles venaient nous voir, nous, dans l'armée, pour nous récupérer souvent des images qu'on tournait nous. Quand eux ne peuvent pas se déplacer sur Exactement. Pour pouvoir, eux, faire réaliser leurs documentaires. Parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer pour les faire eux-mêmes, soit pour des questions budgétaires, de sécurité aussi, soit pour des raisons de sécurité et de confidentialité, avec souvent, par exemple, les forces spéciales. Et à un moment donné, il y a une boîte de prod comme ça, on appelle ça dans notre jargon un peu, pour vulgariser un peu les boîtes de prod, une boîte de prod qui vient me voir et qui me dit, voilà, on a besoin d'images de forces spéciales, d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que tu peux nous en faire? J'y allais, donc j'en ai fait, avec des régiments de forces spéciales, au moment du conflit de la force Licorne en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je côtoie, pour la première fois, une boîte de prod extérieure. Ils voient mes images, ils aiment bien mes images, un lien professionnel s'entretient de cette manière-là. Et un jour, le producteur me dit, de cette boîte de prod, bah, si un jour tu quittes l'armée, tu viens nous voir. Bon, alors... Est-ce que ça a été un déclic pour quitter l'armée, justement? Non, parce que c'est pas que j'y croyais pas, mais je me disais encore à cette époque-là, bon, je sais que c'est un univers aussi où on fait des promesses et que c'est un univers impitoyable avec beaucoup de concurrence, par exemple. Et est-ce que ce monsieur va tenir ses promesses? Et puis, je décide de quitter l'armée, non, parce que vraiment, j'avais envie, d'abord, j'en avais fait le tour, j'étais beaucoup parti de la maison. Et que bah, c'est pas évident pour les familles de gérer ça. C'est pas évident. Donc, il y a un moment où on se dit, bon, il faut peut-être penser quand même à faire autre chose. Puis, je voulais pas faire que du vert kaki. Je voulais me frotter, à quelque chose de différent, à toucher des univers différents, n'a rien à voir avec l'armée, et puis voir d'autres choses, quoi, en gros. Donc, je décide de quitter l'armée. Puis les perspectives qu'on m'offrait n'étaient pas forcément plus celles que je voulais. Et puis l'armée ne voulait pas plus vraiment de moi aussi parce que j'avais pas un rôle essentiel dans l'armée. J'avais pas un rôle de chef stratégique. Oui, mais en attendant, ils se sont servis de toi pendant 10 ans quand même. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Ouais, et bien servi de toi. Mais sur la longueur, ils n'avaient plus vraiment besoin de moi parce que on montait de grade, hein, je prenais des grades supérieurs, et il y a un moment, en prenant des grades supérieurs, il faut qu'on commande, il faut qu'on dirige des hommes sur des choses purement militaires. Voilà. Et c'est pas ce qui t'intéressait du coup? Non. Ouais. Et un gars qui part avec sa caméra là sur tous les fronts, c'était bon pour les jeunes qui arrivaient derrière. Avec des grades plus petits que le mien, mais moi non. Bon, donc ils ont tout dit, ça on était va s'en débarrasser. Ouais, on va s'en débarrasser. En gros, c'est ça. Ouais. Et puis il commence à nous coûter cher en plus, donc voilà. Donc en gros, tous ces concours de circonstances ont fait que voilà, j'ai décidé de partir. Donc c'était la fin d'un contrat, hein, tout simplement, et je renouvelle pas mon contrat et je décide de me lancer dans le monde impitoyable de l'intermittence du spectacle. Puisque c'est notre statut à nous, souvent les caméramans et la plupart du temps, et les réalisateurs de reportages, et de démarcher auprès des sociétés de production audiovisuelle et des agences de presse. Et puis je me souviens... La première que tu es allé voir, donc c'est le monsieur... Et voilà, je me souviens de ce monsieur qui m'avait dit, bah appelle-moi, et donc je l'appelle, en ne me faisant pas d'illusions. Et le gars me répond, ben, tu viens tout de suite, là, presque avec ton cartable et ta trousse, quoi, presque, tu viens tout de suite, et on te prend, on a besoin de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain. Donc il a respecté sa parole. Il a respecté sa parole. Et je suis arrivé dans une société de production audiovisuelle à Paris, à Bastille, d'une société de production audiovisuelle qui faisait du reportage pour TF1, France 2, M6, Canal+,
Donc j'arrive dans quelque chose qui me fascinait aussi depuis longtemps, différemment de l'armée évidemment, dont j'avais rêvé aussi finalement, quelque part aussi. Et là, je leur dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous du coup ? Il me dit, ce que tu faisais dans l'armée, mais pour la télévision. Ok. Voilà. Bon, niveau vie familiale, du coup, ça résout pas le problème. Ça n'a pas du tout résolu le problème. Ouais. Non, pas du tout. Surtout qu'en plus, cette société de production du visuel donc, faisait énormément de reportages et de documentaires sur l'armée. Et, tout ce qu'on peut voir dans Zone Interdite, 90 minutes enquête exclusive, exactement, etc. Exactement. Et comme il y avait aussi encore les opérations extérieures, dont l'Afghanistan, et en fait, cette société m'a envoyé encore en Afghanistan pour TF1. Mais tu leur as dit, c'est plus ce que je vais faire, non, parce que je me suis dit, j'ai déjà la chance d'intégrer une société de production audiovisuelle, de travailler pour TF1 ou pour France 2. Je ne vais pas en plus faire la fine bouche sur mes choix de sujets. Du coup, c'était pour quelle émission, par exemple, pour TF1 ? Je suis parti pour Appel d'urgence à l'époque où c'était encore sur TF1. Oui, avant que ça passe sur NT1, je crois. Sur NT1, c'est ça. Et pour M6, pour Zone Interdite. Par exemple, je suis parti en Afghanistan pour Zone Interdite sur un grand reportage sur les parachutistes. Et surtout, c'était un sujet qui traitait des militaires donc en opération extérieure avec un parallèle sur les familles qui restaient en France. Voilà, c'était un grand reportage pour Zone Interdite. Et ça, c'est ce qui t'intéresse. Tu m'as dit hors antenne tout à l'heure que c'était l'humain qui t'intéressait aussi. Oui. Donc là, je commence à raconter des histoires, effectivement, qui sont évidemment différentes de ce que je traitais dans l'armée, puisque le but est télévisuel et qui est destiné directement à des téléspectateurs. Et donc, il faut raconter des histoires. Il faut avoir des codes et des formats qui sont évidemment beaucoup plus appropriés aux magazines pour lesquels je travaillais. En télévision, on a quoi comme format, par exemple ? 52 minutes ? Alors, ça part de 6 minutes. Alors, je ne parle pas des actualités. On est d'accord que là, on est sur du magazine télé, grand reportage, documentaire. 66 minutes. Exactement. Etc. Envoyé spécial, 66 minutes, Zone Interdite, enquête exclusive, il y en a beaucoup. Donc, on a du 6 minutes en format, globalement. 6 minutes, 12 minutes, 26 minutes, c'est assez codifié. 52 minutes et 90 minutes. D'accord. Et après, on peut aller au-delà, c'est des séries de reportages. Qui durent sur plusieurs semaines. Sur plusieurs semaines. Généralement, c'est toujours le même jour dans la semaine et sur des échéances qui peuvent durer presque parfois jusqu'à un mois. C'est-à-dire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc., etc. Globalement, c'est des formats, c'est des durées. Après, on varie. Alors, un 52 minutes peut venir à 54 ou un 56, mais on part toujours sur cette base-là. Voilà. Et en fonction des émissions de reportage, et même à l'intérieur d'émissions, il y a des formats qui sont différents. On travaille sur ces durées-là. Ça marche. Et petite question, parce que j'ai vu qu'en 2016, tu avais fait un reportage à l'école de la Légion, 10 jours d'enfer au cœur de la jungle. Est-ce que ça a été 10 jours d'enfer pour toi aussi ? Oui, bien sûr. Tu as vécu le même sort que du coup ? Ah oui. Alors, en plus avec ton matériel. Ouais. Ça, c'est la Guyane, on est d'accord ? Là, c'était la Légion étrangère. Oui, Légion étrangère. Ouais. Sur ce reportage-là, précisément, par exemple, donc on part en Guyane pour faire un stage avec les légionnaires. En Guyane, c'est des stages commando, en pleine jungle. Et donc, on suit, parce que dans cette Légion étrangère en Guyane, les troupes militaires passent régulièrement pour s'aguerrir au milieu équatorial, la forêt. Et donc, ils sont confiés aux mains délicates des légionnaires, de ces fameux militaires. Je les entends déjà parler. Ouais. Voilà. Et donc, la boue, les hurlements, etc., etc. Nous, quand on part réalisateur ou caméraman pour ces reportages-là, alors, on ne va pas faire le stage d'aguerrissement en tant que tel, mais on va vivre dans la boue aussi, sous la pluie, la nuit, avec les serpents, les migales, la chaleur, les animaux, les moustiques, et aussi avec la problématique du matériel. Parce que quand on part comme caméraman dans ce genre de région, on a à gérer notre matériel, caméra, le son, les micros, etc., et qui subit totalement, dans des conditions d'humidité, à 95% d'humidité,
généralement, dans ces pays-là. Donc, tout tombe en panne à un moment. D'accord. Donc, on part avec 2 caméras, 3 caméras, 15 batteries. 3 micros. Alors que d'habitude, on part avec 4 batteries. Là, on en part avec 15. Donc, sac à dos complètement chargé. Totalement chargé. On essaie de protéger le plus possible les équipements. On appelait ça avant, on tropicalise les caméras, c'est-à-dire qu'on essaie de protéger tous les orifices de l'eau, des caméras, de l'eau, etc. Et tout ça. Mais même avec ça, ça tombe en panne. On arrive même à avoir, parce qu'on a des optiques de caméra. Donc c'est des objectifs, objectifs. À l'intérieur de ces optiques, tu veux la mettre devant toi pour qu'on la voie avec cette à caméra. l'intérieur de ces optiques-là, on a ce qu'on appelle des successions. C'est des lentilles, hein, tout simplement, concave, convexe, etc. Une succession comme ça. Voilà. Techniquement parlant, c'est à peu près ça. J'avais même des champignons qui poussaient dans le... qui poussaient à l'intérieur des lentilles D'accord. de ces jeux d'objectifs de caméra. Comme une microculture, en fait, sous serre. Et donc, il y a un moment, on voit dans l'image des choses apparaître qu'on n'arrive pas à enlever, même si on nettoie, parce que c'est à l'intérieur. Et donc là, typiquement, on est obligé d'enlever l'objectif de la caméra, prendre un autre objectif et quasiment de mettre celui à la poubelle. Ouais. Parce que c'est même parfois irrécupérable. Des objectifs qui valent des milliers de francs. Ouais. Donc tu as bien vécu tes 10 jours d'enfer dans la jungle. Oui. Donc on vit effectivement ces 10 jours d'enfer. Alors, je peux te donner aussi un autre exemple de la Guyane, parce que je suis parti aussi, je crois que c'était en 2008 peut-être, je ne sais plus, pour M6, pour Enquête exclusive, sur un reportage sur l'orpaillage illégal. Donc ces orpailleurs, donc ces chercheurs d'or, qui viennent généralement du Brésil. Donc le Brésil est à la frontière guyanaise. Ils viennent jusque dans le territoire guyanais pour chercher de l'or, parce que généralement les forces de l'ordre sont un peu plus gentilles que les forces de l'ordre brésiliennes quand ils se font choper. Donc ils partent en Guyane, et puis il y a parfois un peu plus d'or, etc. Et j'ai fait un reportage pour M6 sur ça, sur ces gens-là qui ramassent l'or en Guyane. Et donc je faisais un parallèle entre les gendarmes d'un côté et les militaires qui essayaient de les arrêter et de détruire leurs sites d'orpaillage illégaux. Et de l'autre côté, ces Brésiliens, qu'on appelle les garimpeiros, orpailleurs illégaux, et j'ai passé une semaine avec eux. Mais du coup, ça veut dire que toi, tu avais accès à des personnes que les gendarmes ne pouvaient pas atteindre. Exactement. Ça, c'est une question que je me suis toujours posé à la télévision. Alors, comment vous arrivez à faire ça ? Je vais te répondre. Alors, en fait, on utilise ce qu'on appelle dans notre jargon de reportage télé des fixeurs. Je me suis demandé si vous payiez les personnes. Oui, ça se paye un fixeur. Oui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont généralement implantés dans les régions où on va filmer, qui connaissent parfaitement les univers qu'on va traiter, qu'on va filmer, et qui sont capables de nous y amener. Alors, les fixeurs, on les utilise par exemple, encore une fois, dans des pays en guerre. Ce sont nos guides, ce sont généralement nos chauffeurs aussi. Et qui assurent votre sécurité. Qui assurent aussi en partie notre sécurité. C'est-à-dire qu'ils nous disent, bon, là, on peut y aller, là, on ne peut pas y aller. Généralement, ils parlent la langue aussi du pays en question. Bon, la Guyane, pour le coup, on parle français, mais là, j'avais aussi un fixeur qui parlait portugais, puisque c'était des Brésiliens. Et donc, moi, je ne maîtrisais pas le portugais, donc il fallait aussi quand même qu'il y ait une traduction par rapport à ça. Donc, voilà, on appelle ces gens ces fixeurs. D'accord. Et j'avais donc un fixeur en Guyane, un homme qui connaissait les garimpeiros, qui connaissaient les Brésiliens. Il avait un petit peu travaillé dans l'or, étant français pourtant. Il avait un peu, voilà. Il connaissait tout cet univers-là. Parfois, c'est des gens qu'on est passé un peu obscurs aussi. On ne sait pas tout. Mais en tout cas, ils sont bien implantés et ils nous promettent de nous amener jusqu'à ces gens-là en question, moyennant finance. Comment ils savent que tu n'es pas un gendarme, justement ? Alors... Ils enquêtent un petit peu aussi. Oui, de leur côté, alors je ne sais pas s'ils enquêtent, mais en tout cas, ils sont sollicités déjà par une boîte de prod. Donc par une société de production audiovisuelle à Paris, qui les appelle, qui leur demande s'ils sont disponibles, combien ils prennent, etc. Et donc après, il leur dit, bon, on va vous envoyer un journaliste, est-ce que vous pouvez l'amener à tel endroit ? Bon, déjà, après, je suppose qu'effectivement, ils cherchent un peu, mais à partir du moment aussi où il y a finance, etc., c'est un échange commercial, donc ils se posent moins de questions. Alors la problématique, et tu touches quelque chose du doigt là, effectivement, qui est important, c'est que donc cet homme-là m'amène sur les sites d'orpaillage, au bout des jours et des jours de pirogue, d'accord ? Non, mais il me dit, attention, enlève toutes tes affaires militaires que tu as pu avoir avant dans ta vie passée, parce qu'on va côtoyer des garimpeiros qui vont peut-être te prendre pour un espion gendarme, justement. Et qui vont t'abattre en arrivant ?
C'est des gens qui sont dangereux. D'accord. Ouais. Voilà. Donc tu me parlais du danger, encore un autre danger. Donc j'enlève tous mes vêtements militaires, je remplace tous mes sacs, je vais chez Decathlon et je remplace tous mes sacs par des affaires civiles, civilisées en tout cas. Et donc ils m'amènent sur ce site d'orpaillage et je vais tourner pendant une semaine des garimpeiros, des Brésiliens, dans leur vie quotidienne, en train de chercher de l'or en Guyane. Tout ça pour te dire que, alors il y a la pluie, il y a la boue, il y a les araignées, mais il y a aussi les moustiques et il y a le palu. Et je fais mon reportage, ça dure un mois. Je sens le truc arriver. Et 2-3 mois après, j'attrape un palu. J'avais déjà attrapé. Tu l'as développé en France. Il se développe un palu rare, d'une souche indonésienne, que la médecine française n'arrive pas à déceler, à trouver, et j'ai failli en mourir. D'accord, à ce point-là. Ah ouais, j'ai failli en mourir. Je passe mon temps à l'hôpital. Ça incombe quand même de revenir en France, puis c'est là où tu risques le plus ta vie, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Et donc je passe mes journées à l'hôpital parce que je fais des crises de paludisme qui sont graves, avec des montées de température énormes, je convulse, je perds toutes mes défenses immunitaires. Et voilà, je manque de mourir de ça. C'est-à-dire que du coup, tu reviens de loin. Je ne suis pas encore mort d'une bombe, je ne suis pas encore mort d'un coup de fusil mais peut-être du palu, en Côte d'Ivoire, mais je peux encore mourir d'un... Et en plus en France. Voilà. Je guéris de ce palu. Après des semaines et des semaines, des mois de traitements médicaux, je guéris de ce palu. Et bien malgré tout, je continue encore à faire ce métier. et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères, partir justement à l'autre bout du monde ou par exemple parler des 30 ans du parc Astérix que tu as réalisé pour quelle émission d'ailleurs? C'était pour Zone Interdite. Zone Interdite, d'accord. Ouais. Bah, en fait, les deux. Parce qu'on peut vivre autant d'expériences riches et enrichissantes en France qu'à l'étranger. Et effectivement, les 30 ans du parc d'Astérix, là je suis caméraman, je ne suis pas réalisateur. Le réalisateur me sollicite pour filmer le banquet final qui reconstitue, on a tous lu les BD Astérix et Obélix, ça se finit toujours par un banquet final, et c'est à ces 30 ans du parc d'Astérix, ils décident de reconstituer un banquet final dans le village donc d'Astérix, qui est au parc d'Astérix. Donc ils font de la cuisine, sanglier, tout ça, comme dans la bande dessinée. Et je filme ça, et c'est magique, parce que dans ce métier-là, on garde forcément cette âme d'enfant. On fait ce métier pour cette âme d'enfant. Et on revit ce qu'on pouvait vivre dans l'enfance. Et tout d'un coup, en vrai, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qu'on lisait dans la BD, on le vit vraiment. C'est-à-dire que je suis à côté d'Obélix, je suis à côté d'Astérix, et je mange à côté d'eux. Je filme aussi quand même, parce que c'est mon métier, mais je suis à côté. Donc ça reste humain. Ouais. Et tu nous disais tout à l'heure que tu travaillais pour TF1, France Télévisions, M6, etc. Qui t'appelle pour réaliser un reportage? On parlait tout à l'heure des boîtes de production. C'est tout le temps des boîtes de production? Toujours. Donc c'est toujours une agence de presse ou une société de production audiovisuelle qui nous appelle, nous, les techniciens de la télévision, intermittents du spectacle, réalisateurs, caméramans, ingénieurs du son, monteurs vidéo. C'est eux qui nous appellent. C'est-à-dire c'est jamais la chaîne de télévision directement. La chaîne, elle accepte la proposition de la boîte de production pour réaliser un reportage. La société de production a proposé à la chaîne de télévision un sujet de reportage, une liste de sujets. La chaîne a fait son tri, elle dit ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Oui, ça nous intéresse. Donc, elle dit à la boîte de prod, ok, ça on veut bien le prendre. Pour l'instant, elle ne sait pas qui va le tourner, qui va le faire, qui va le réaliser. C'est la boîte de prod qui, elle, après, se charge d'aller chercher ces techniciens, en tout cas ces personnes qui vont lui faire ce reportage. Et donc, cette boîte de prod m'appelle, généralement on se connaît, je fais partie du listing de caméraman ou de réalisateur pour cette boîte de prod. Donc elle m'appelle, elle me dit, Sébastien, est-ce que ça t'intéresse de réaliser ou d'être le caméraman pour un journaliste ou une journaliste ou un réalisateur pour effectuer ce reportage? Je dis oui, je dis non, et ça se passe comme ça. D'accord, ok. Et combien de temps est-ce que tu restes en immersion pour avoir suffisamment d'images? Là, tu travailles donc avec les gendarmes et les douaniers. Ouais. Et combien de temps ça prend pour tourner un reportage? Alors, tout dépend du reportage. En l'occurrence, pour ce qu'on appelle, nous, effectivement, une immersion au sein des forces de police ou donc là, c'est pour 90 minutes enquête? Non, là, c'est pour enquête d'action. Donc sur W9. W9. Donc là, c'est un 52 minutes. Okay, et là, effectivement, je suis en immersion donc avec les gendarmes et les douanes de Franche-Comté. Là, il faut 1 mois et demi, globalement,
pour réaliser t'installes tes le valises reportage. En Franche-Comté pendant Oui, 1 mois et demi. oui. Donc loin de ta famille, encore une fois. Oui. Et tous les jours, non-stop, je suis avec les gendarmes, avec les douaniers, sur le front, j'allais dire encore. C'est ça. En tout cas, en attendant l'intervention, l'urgence, l'action, etc. Et ça pendant 1 mois et demi. Il y a des jours où il ne se passe rien. Il y a des jours où il ne se passe rien. Et vous faites quoi? Enfin, tu fais quoi? J'attends. Alors, j'attends soit dans la brigade, parce que parfois ils sont en train de faire de l'administratif, du judiciaire, dans leur bureau, par exemple, les gendarmes. Et toi, tu prends ton ordi, tu avances un petit peu sur le tri des images, etc. Exactement. Je fais ça. Et puis, un moment, ils sont appelés au téléphone ou à la radio. Et puis voilà, on vous demande ici, il y a une intervention à faire sur un accident, un vol, un cambriolage, etc. Et là, la caméra est toujours prête à côté, comme ici. Le micro est déjà installé sur le gendarme que j'ai choisi préalablement. D'accord. Et on monte dans la voiture et action, c'est parti. Les GoPros sont déjà installés dans la voiture? Les GoPros sont déjà installés dans les voitures, 2 sur le pare-brise. J'ai parfois déjà aussi une GoPro installée sur un gendarme en harnais, donc il l'a autour sur lui, comme ça. Tout est prêt. Parce que ça va très vite après, forcément. Ouais. Surtout si c'est sur une urgence importante. Un vol à main armée. Oui, tu ne vas pas perdre 10 minutes de ton temps pour installer tout le... C'est impossible. Puis eux n'ont pas que ça à faire non plus d'ailleurs. Quand c'est les pompiers, un incendie, quand c'est les gendarmes, un vol à main armée, ils ne m'attendent pas. Ouais. Donc si je ne suis pas dans la voiture au moment où il part, c'est mort. C'est mort. Donc il faut être presque dans la voiture avant eux. En fait. Et à la fin de la journée, combien tu utilises de minutes utiles pour un reportage? Tout dépend des journées. Tout dépend, ouais. Tout dépend des journées. Alors, c'est ça qui est assez parfois difficile, déstabilisant. C'est-à-dire que, effectivement, je vais avoir des journées où je vais tourner 1 minute, 2 minutes d'image, parce qu'il ne se passera rien. Et puis, il va y avoir des journées où je vais tourner 2 heures, 3 heures d'image. Et après, il faut faire le tri, du coup. Après, il faut faire le tri. Mais c'est complètement aléatoire. Voilà. Et il y a même aussi des semaines où je vais tourner une séquence, 2. Et puis, il y a d'autres semaines où je vais en tourner une dizaine de séquences qui seront montées au final dans le reportage. D'accord. On va parler un peu matériel cette fois-ci, puisqu'en tant que caméraman, tu n'as pas ta propre caméra, tu me le disais la première fois qu'on s'est rencontrés. En fait, tu loues le matériel avant de partir en reportage. Alors, c'est pas moi qui le loue, c'est la société de production pour laquelle je travaille. Donc, celle qui fait appel à toi pour le sujet. Exactement, qui va louer le matériel à des sociétés qui ne font que ça, la location de matériel audiovisuel. Par contre, tu m'as dit que toi, tu avais, par exemple, cette caméra, c'est celle que tu préfères, c'est ça, non? Ouais, alors pour le reportage, pour ce genre de reportage, oui. Ça dépend des reportages. C'est de plus en plus rare à trouver, celle-là. Ouais. Alors, ça dépend des reportages. Alors, il y a des caméramans comme moi, ou des journalistes reporters d'images. Ça c'est la... le caméraman, c'est celui qui travaille plus avec le journaliste ou le réalisateur. Quand on est journaliste reporter d'images, on est tout seul. Donc, comme tu es là actuellement. C'est le cas là actuellement pour cette immersion. On est tout seul à tourner. Donc, il y en a, ils ont leur propre matériel. Ils ont leur propre caméra. Moi, ce n'est pas mon cas, parce qu'en plus de ça, on ne sait pas quoi acheter comme matériel, parce que ça varie en fonction des émissions et des équipes de reportage. Et si tu vas dans la jungle et les flinguer au bout d'une semaine aussi. Donc, on n'y tient pas forcément plus que ça. Donc c'est pour ça que, non, moi, je n'ai pas de matériel, donc on opte pour la location avec la boîte de prod. Et après, la société de production nous demande quel matériel on a envie d'utiliser. Et en fonction de nos choix personnels, de nos envies, de ce qu'on aime, et puis aussi de ce qu'on va faire en termes de reportage, on choisit notre caméra. Alors aujourd'hui, pour ce reportage-là, j'ai choisi celle-ci, parce que c'est la caméra vraiment polyvalente par excellence, qui rappelle un peu les grosses caméras d'épaule que vous voyez parfois un peu sur les gros reportages pour TF1 et tout ça, dans les actualités. Par exemple, elles sont bien stabilisées, elles sont bien sur l'épaule, et puis elles ne sont pas très grandes, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient très grandes non plus, parce qu'on est dans les voitures, on est malmené un peu dans les bagnoles. Des fois, on vous voit plier comme ça. Ouais, c'est ça, on est complètement recroquevillé, parce qu'il ne faut pas qu'on nous voit avec les GoPros qui sont devant sur les pare-brises. Donc, il ne faut pas avoir des grosses caméras énormes où on ne voit que ça. Et puis, il y a une personne souvent à côté de moi, il y a les deux personnes devant. Bon, bref, voilà, faut pas du lourd, faut pas du gros matériel. Et puis, il faut des caméras qui sont bien compactes, qu'on prend bien en main, parce que des fois, il faut courir aussi. Ouais. Et oui, c'est vrai. Parce que si jamais on arrive, par exemple, avec un gendarme sur une intervention d'un cambriolage qui voit les voleurs partir en courant, eux, ils vont partir en courant, nous, on ne va pas rester dans la voiture, on va partir en courant aussi avec eux. Donc, il faut courir aussi avec la caméra. Donc, il faut une caméra qu'on ait bien en main et qui ne bouge pas trop, avec pas tous les accessoires qui bougent dans tous les sens, et puis on va courir aussi avec. D'ailleurs, quand vous arrivez sur des cambriolages, des deals,
Comment ça se passe, la réaction des dealers, des voleurs face à une caméra? Ah bah, il y a toutes les réactions. Va te faire voilà. Alors, ça c'est souvent. Il y a tous les mots d'oiseaux, ça c'est On sûr. entend souvent des petits bips quand même dans les reportages. Oui. Alors après, évidemment, la plupart du temps, quand les gendarmes courent après certaines personnes, c'est qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Forcément. Donc, si en plus on les filme pour dire qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, ils sont pas très contents. Donc, ils nous le font remarquer. Avec le petit doigt d'honneur qui va bien. Avec le petit doigt d'honneur, avec toutes les insultes, les menaces aussi. Hein. J'ai été souvent menacé aussi, hein, qu'on s'en prenne à ma femme, à mes enfants, etc. etc. Et donc, bon, il faut accepter ça. Généralement, il ne faut pas répondre, parce que ça ne sert à rien. Tu continues de faire ton travail. Ouais, je continue de faire mon travail. Et d'ailleurs, moi, j'ai une méthode, et qui marche assez souvent, c'est que j'explique tout simplement ce que je fais. Je ne prends pas les gens de haut. J'explique ce que je fais, je fais un reportage sur les gendarmes, je fais un reportage sur la police. Vous inquiétez pas, vous serez foutés, on ne vous verra pas, on respectera votre anonymat. Et ça se passe mieux comme ça du coup. Et ça se passe parfois mieux, parfois ça ne change rien. Voilà. Bon, après on s'adapte. Quand la situation s'envenime à cause de la caméra, on a des méthodes. Éteignez votre caméra, tu la laisses par terre, mais elle est toujours allumée. Voilà, on la pose par terre, ou en tout cas à bout de bras, elle est toujours allumée. Ça capte le son, ça capte l'image, tu floutes. Et ouais. Exactement. Ou parfois, vraiment, on se recule et on filme d'un peu plus loin, où on se met dans des endroits où on peut se cacher un peu plus. Voilà, ça arrive, c'est souvent efficace. Et puis c'est souvent aussi pour ça qu'on met une GoPro en harnais sur un pompier ou un gendarme ou un policier, parce que cette caméra-là continue de tourner. Les gens sont moins hostiles. C'est moins violent, quoi. Ouais, c'est moins violent. Et donc, on a 2 axes de caméra, 2 images, et dont on peut se servir. Voilà. Mais effectivement, ça peut arriver. Et puis, parfois, il y a des gens, et pourtant ils ont fait des bêtises, qui, même avec la caméra, disent bah, « alors nous, on veut passer à la télé ». Ah oui, filmez-moi. Ça, c'est déjà arrivé sur les excès de vitesse, au bord de l'autoroute. Oui. Il y en a quand même qui acceptent. Ben voilà, j'ai fait le con, j'accepte. Oui, ils acceptent. Et puis il y en a, ils ont envie de passer à la télé. Hein. Ouais. Même s'ils ont fait une bêtise, hein. Ils ont envie de passer à la télé. Donc ils disent ouais, filmez-moi. Le moment de gloire. Voilà. Ça arrive. Un dernier petit conseil, s'il y a des personnes qui s'intéressent à la vidéo, et je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo le sont, est-ce que tu auras un conseil à donner pour du cadrage? Par exemple, si tu veux cadrer une interview, comment tu vas filmer la personne? Sur trépied, sur... Il y a des bases. Alors, on peut considérer que c'est un peu académique et que, bon, on a envie parfois de casser un peu les formats. Mais il y a des bases qu'il faut apprendre. Ces bases-là, alors, soit on fait une école, si vraiment on veut se destiner à ce métier-là, c'est pas une obligation. Soit on pratique, mais c'est surtout, on peut regarder sur Internet, il y a des livres qui existent, sur simplement la base. C'est-à-dire qu'il y a des histoires de proportions, de position de caméra par rapport à quelqu'un qu'on va interviewer. Alors, c'est des degrés de positionnement. Alors, on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails et on ne va pas se positionner à 1 degré ou 2 degrés près. Mais il y a juste des règles de base qu'il faut connaître, juste essentielles, pour simplement plus de confort en fait pour le téléspectateur. Et simplement parce que en fait, le téléspectateur et même le spectateur au cinéma, ils ont été habitués depuis des dizaines et des dizaines d'années, et beaucoup plus encore, à avoir un certain format de prise de vue, et c'est confortable, et ils veulent garder la même chose. Alors, certains cinéastes ou certains réalisateurs en télé cassent un peu ces formats. Il faut savoir très très bien le faire, il faut être très doué. En télé, pour ce genre de magazine, on n'est pas encore dans ce... Tu restes dans le format. Voilà. On reste dans le classique et dans le format, avec des bases qu'il faut apprendre. Et donc, Internet, des livres, et puis des stages, hein. Il y a aussi des stages qui existent. Et puis, si on veut vraiment aller plus loin, des écoles et des formations. Qui coûtent plus cher. Et dernière question, est-ce qu'il y a une émission sur laquelle tu aimerais travailler? Ça, tu me l'as dit hors antenne. Ouais. Oui, alors bien sûr, il y a des émissions qui font rêver, qui donnent envie, déjà en tant que téléspectateur, mais aussi en tant que technicien, évidemment. Moi, je suis fasciné par des émissions comme Rendez-vous en terre inconnue, par exemple, parce que l'image est magnifique, parce que l'humain, le rapport avec les gens qui sont filmés, sont juste extraordinaires. Ça, c'est des émissions en plus qui sont bien racontées. On a toujours la larme à l'œil à la fin du reportage. C'est exactement ça. En termes d'émotion, c'est sublime. On est aussi proche du cinéma en termes d'image.
en termes d'expérience vécue. Il y a un exotisme fascinant qu'on recherche tous quand on fait ce métier, de vivre des expériences loin, inoubliables, etc. Donc ça, typiquement, c'est une émission... Que tu aimerais faire. Ouais, j'aimerais travailler. Mais que tu ne peux pas faire du coup. Non, parce que... c'est assez fermé en fait. C'est très fermé. Alors, en fait, souvent, ce sont des équipes qui se connaissent très très bien. Les réalisateurs de ces émissions-là ne travaillent qu'avec certains techniciens qui connaissent très très bien, ils font ça depuis des années avec eux. C'est des familles, hein. Et donc on ne rentre pas dans cette famille. D'accord, ok. On les laisse tranquilles. C'est-à-dire qu'eux ne nous acceptent pas, ils font en sorte qu'on ne rentre pas, et puis nous on sent très bien de toute façon naturellement. Que tu n'es pas le bienvenu. Non. Ça va. Et puis après, il faut avoir un certain niveau aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça s'acquiert aussi par l'expérience. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ces tournages-là, ils connaissent parfaitement le format, ils savent exactement ce que veut le réalisateur, et donc ils acquièrent une expérience que nous, on ne peut pas avoir si on est neuf et qu'on arrive dans le truc. Donc on va conclure avec la question suivante, c'est quel reportage as-tu préféré faire ? Alors étonnamment, souvent les gens pensent que quand je pars à 8000 km de la France, ce sont mes meilleurs reportages. Ce n'est pas forcément le cas en fait. Oui, bien sûr, on découvre des univers qui sont loin de chez nous, avec des pays étrangers, avec des cultures étrangères aux nôtres, et c'est fascinant. Mais finalement, quand on est proche parfois même de chez soi, il suffit de faire quelques kilomètres dans un reportage pour juste vivre des expériences inoubliables parce que humaines. Parce que très fort humainement. Voilà. On peut, et même dans nos reportages avec les gendarmes ou les pompiers, on peut rencontrer des gens qui sauvent d'autres personnes. D'ailleurs, tu restes en contact avec des personnes que tu as filmées. C'est compliqué et j'essaie parfois, parce que justement aussi dans ces reportages et surtout dans ces immersions, il y a un lien qui se crée aussi. C'est-à-dire qu'on côtoie leur univers, plusieurs jours, plusieurs mois d'affilée. Donc, ils ont l'impression qu'on les comprend un peu mieux et on s'attache. Tout le monde s'attache un peu. Parfois, même quand je quitte un reportage, ils me disent « tu nous manques ». On a l'impression que tu faisais partie de l'équipe. Et donc, il se crée non seulement une relation humaine entre les protagonistes, entre le technicien, le caméraman et les gens qu'on filme, mais il se crée aussi un truc fort humainement avec la situation qu'on filme. J'ai vu que tu avais filmé justement un reportage sur ma fille s'est prostituée à l'âge de 15 ans. Ouais. Alors ça, j'ai fait ça avec Clarisse Verrier pour un zone interdite, sur la prostitution chez les mineurs. Et là, on fait, c'est la première séquence par exemple du reportage, c'est une mère de famille dont la fille se prostitue, mineure, se prostitue, et qui essaie de sortir sa fille de ce cercle infernal, qui n'y arrive pas en l'occurrence, et qui nous livre son témoignage. Et là, quand on a l'œil dans le viseur, qu'on filme ces gens qui racontent leur histoire, avec souvent la larme à l'œil, nous derrière, on a quand même la barrière de la caméra, qui est un peu le filtre, mais on prend cher quand même. On prend cher humainement, et ça se passe, encore une fois, dans une province, à côté pas très loin de Paris. Je veux dire, on est proche, donc on n'a pas eu besoin de prendre l'avion et de faire des milliers de kilomètres pour vivre intensément la chose. Et ça, c'est des reportages qui marquent. Tout ce qui est humain. Ouais. Plus que finalement le fait d'avoir été tourné au Mexique ou je sais pas, dans le désert africain. D'accord. Généralement, quand on part à l'étranger dans des décors extraordinaires comme ça, on est marqué, on retient ce qu'on a vu, mais humainement, on est parfois plus frappé, en tout cas marqué dans le souvenir par des gens qu'on a filmés à la porte de chez soi. Ça sera notre mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et puis d'avoir tenu ta promesse comme la boîte de prod qui a tenu la tienne. Merci à toi Laurent. Merci.